Voici un aperçu des chaînes de valeur liées à la production porcine et au marketing focalisé sur l'Afrique orientale. Un petit rappel en géographie concernant la région que l'on nomme l'Afrique orientale. La région compte 18 pays et 2 dépendances. 7 de ces pays sont enclavés. Il s'agit de la région la plus densément peuplée d'Afrique, avec une population estimée de 455 millions. 70% de cette population vit dans des zones rurales. On y retrouve certaines des économies à la croissance la plus rapide au monde, dont l'Éthiopie, le Rwanda, la Tanzanie et le Soudan du Sud. C'était un aperçu rapide. Certaines de ces données correspondent à la situation du secteur porcin ou expliquent sa croissance actuelle. Concernant les pays, nous avons l'Érythrée, Djibouti, l'Éthiopie, la Somalie, le Kenya, le Soudan du Sud, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, le Mozambique, le Malawi, la Zambie et le Zimbabwe. Puis les îles, les Seychelles, les Comores, Madagascar et Maurice. La production porcine dans la région est un secteur en pleine croissance en raison d'une demande accrue en viande et en produits porcins. Selon des estimations, le secteur devrait quadrupler d'ici 2030. Comme vu lors des présentations de la première session, cela est dû à l'évolution des goûts de la population, en raison d'une croissance de la population, de revenus et de l'urbanisation. Les 70% de la population qui vivent en zone rurale finiront par rejoindre des zones urbaines et stimuler la demande en porc et en volaille. Les petits élevages sont prédominants, ce qui a également été relevé en Afrique centrale et occidentale. J'estime qu'ils représentent plus de 70%, mais dans certains pays, ce chiffre est plus élevé. Pouvant représenter jusqu'à 90 à 99% à certains endroits dans la région. Ils permettent à beaucoup de subvenir à leurs besoins et contribuent à renforcer la sécurité alimentaire. Ces 2 points, l'amélioration des moyens de subsistance et le renfort de la sécurité alimentaire, sont limités par les épidémies fréquentes. Concernant la PPA, l'impact est conséquent. Si l'on prend en compte le nombre d'éleveurs de porcs et l'impact de la perte d'un troupeau sur le revenu et la sécurité alimentaire. Les espèces élevées dans la région sont indigènes, exotiques ou croisées. Marilou a bien présenté les espèces que l'on trouve en Afrique. Voici un aperçu des espèces exotiques que nous avons, encore à travers le prisme de Farmer's Choice, car il s'agit des espèces que nous élevons. Nous travaillons avec des lignes maternelles. Celle du haut est une landrace et la deuxième est une large white. Les traits que nous recherchons sont la prolificité, l'efficacité, la robustesse, la conformation, la longévité, le tempérament, la capacité de maternage, un bon état de santé et une résistance aux maladies. Cette dernière concerne les maladies habituelles. Certaines maladies virales notamment n'ont pas de vaccin. Nous dépendons de la biosécurité et d'autres pratiques de gestion. Ces 2 espèces ont été croisées pour donner un hybride appelé F1, dont les porcs et les truies sont commercialisés. Pour les lignes terminales, voici le Duroc et un autre appelé P3. Notre fournisseur est PIC en Irlande. Voici donc nos 2 lignes terminales qui sont croisées avec le F1 pour créer une génération intermédiaire. Pour les lignes terminales, les traits importants sont le taux de croissance, l'alimentation, le gain moyen quotidien, le rendement d'abattage, le vigueur hybride, la résistance aux maladies, la robustesse et la bonne santé. Je voulais vous donner un aperçu des espèces exotiques présentes. La population porcine en Afrique orientale est supérieure aux populations d'Afrique australe et occidentale, avec environ 17 millions de têtes.
Environ 40% de la population porcine d'Afrique se trouve en Afrique orientale. Ces données proviennent de la FAO. Il s'agit de la même chose sous la forme d'un tableau qui regroupe les pays de la région. Le Malawi avait la plus grande population porcine en 2019, avec plus de 7 millions. Il était suivi par l'Ouganda, puis par le Rwanda et le Mozambique. La Tanzanie semble avoir eu un certain nombre de porcs, mais ce n'est plus trop le cas avec juste 500 000. Le Kenya est à environ 596 000. Il s'agit de chiffres de 2019 qui ont évolué depuis. J'avais évoqué ce point lors de ma première présentation pour indiquer la contribution de la viande porcine vis-à-vis de la production de viande dans différents pays. Encore des données de la FAO, le Burundi, l'Éthiopie, le Kenya, le Rwanda, l'Ouganda et la Tanzanie. Pour le porc, les pourcentages les plus élevés sont au Burundi et au Ouganda. Les autres sont bas, mais continueront de croître. D'ici 2030 à 2050, la consommation aura quadruplé. Voici des estimations de l'évolution de la consommation de viande entre 2010 et 2050, toujours selon la FAO. On voit que la consommation de porc est supposée augmenter de 268% entre 2010 et 2050. Et ce pour les raisons déjà évoquées, l'urbanisation, l'augmentation de revenus, l'évolution de goût, etc. La chaîne de valeur en Afrique orientale n'est pas différente de celle d'autres régions d'Afrique ou même du monde. Pour l'approvisionnement, nous avons les porcs vivants, les aliments, l'eau, les vétérinaires, les laboratoires, les vulgarisateurs. Pour la production, les pratiques alimentaires et la gestion des animaux. Pour le marketing, nous avons les acheteurs ou les négociants, le réseau de commercialisation et les transporteurs. Vient ensuite la transformation avec l'abattage, la réfrigération, la valeur ajoutée, l'emballage et la distribution. Et enfin, la consommation au niveau local ou à l'export. Les systèmes de production dans la région peuvent être, comme indiqué par Fasina et Marilou, en plein air ou extensif, à petite ou moyenne échelle, semi-intensif, ou à grande échelle et intensif. Je suis allé un peu plus loin en le distinguant en fonction du nombre de truies ou de porcs dans le système. Dans les petits élevages, on trouve 1 à 10 porcs, peu importe s'il s'agit de truies ou de porcs en croissance. Le nombre maximum de porcs qu'emporte la catégorie sera de 10. Les élevages petits à moyens avec 5 à 20 truies, les élevages moyens avec 20 à 500 truies, les grands élevages ou intensifs avec plus de 500 truies. Les facteurs de production ont déjà été évoqués, mais il s'agit de la génétique, de l'environnement et de la gestion. Ces 3 facteurs entrent en jeu qu'emporte le système et ce sont eux qui déterminent le rendement. Le type de ferme, la génétique, l'environnement de la ferme, les porcheries, l'équipement utilisé, le type d'élevage, la nourriture, la santé ont une influence sur le produit final. Être capable de gérer les maladies dans la ferme, d'obtenir de bons taux de croissance, de faire abattre ces animaux au bon moment, quelles sont les caractéristiques de la viande, etc. Tous ces facteurs entrent en jeu et ont leur importance. Ils dépendent les uns des autres et influencent le rendement final. L'élevage en plein air a été présenté par les intervenants précédents. On y retrouve moins de 10 porcs. Ils sont en liberté et sont parfois rentrés le soir. Pour certains porcs en liberté dans le système en plein air, les éleveurs ne possèdent pas de terre. Les animaux vivent leur vie.
et l'on s'en occupe seulement au moment de l'abattage. Les propriétaires peuvent identifier leurs animaux par marquage des oreilles ou marquage au fer. Ils ne leur ressemblent qu'au moment de l'abattage. Un mauvais accès aux soins vétérinaires, aux services de vulgarisation, de financement et des informations est prévalent dans ce type de système. De mauvaises pratiques d'élevage et de gestion sanitaire entraînent une charge de morbidité élevée. Le bagage génétique n'est pas bon, la consanguinité est très présente. Aucune pratique ou stratégie de reproduction ne sont mises en place. Les animaux se reproduisent au gré de leur déplacement. Concernant les options d'alimentation pour le système en plein air, j'ai indiqué les décharges, les déchets alimentaires de récolte, le reste de cuisine et les déchets de marché. Le poids de mise sur le marché est plutôt bas dans ce système et les porcs prennent plus de 10 mois pour atteindre le poids voulu. Ce poids reste plutôt bas et la viande n'est pas de bonne qualité. Les entrées sont réduits, tout comme les revenus. La majorité de ventes se produit lors des festivités ou d'épidémies. Voici quelques images de porcs errants. On peut y voir des déchets. Celle-ci se déplace avec ses porcelets à l'arrière-plan. Voici donc le système de situation que l'on retrouve, le type d'environnement où ces porcs évoluent. À petite ou moyenne échelle, le système semi-intensif que j'ai combiné et qui compte entre 5 à 500 truies, nous constatons que même les élevages à 5 truies ont désormais des sortes de porcheries et donnent de la nourriture concentrée ou commerciale à leurs animaux. C'est pourquoi que je les ai combinés dans cette catégorie semi-intensive. La génétique y est meilleure. Ils proviennent d'institutions publiques ou privées, parfois de voisins. Des verras collectifs sont souvent utilisés, ce qui témoigne une réflexion sur les problèmes de reproduction. On a recours à l'insémination si possible. L'aliment commercial est mélangé à des déchets ou des restes, l'objectif étant de réduire les coûts de production. Ou un éleveur utilise ce mélange car il ne peut pas se permettre de n'utiliser que de l'alimentation commerciale. Les pratiques d'élevage sont meilleures, notamment les porcheries, même si ces constructions semi-permanentes ou permanentes sont faites de matériaux disponibles localement. Les services vétérinaires et de vulgarisation sont également plus accessibles pour ce type de système. La majorité sont des unités de naissage, engraissement. Les porcs sont élevés jusqu'à atteindre l'âge ou le poids d'abattage. Certains vendent des animaux sevrés à d'autres producteurs locaux pour les engraisser et parfois à des négociants qui élèvent les porcs jusqu'à l'abattoir. L'accès au marché et aux informations est facilité avec de meilleurs contacts avec les marchés. Par exemple, nous travaillons avec un certain nombre d'élevages à petite et moyenne échelle. Ils représentent la majorité de nos producteurs ou contractuels à hauteur de 70 à 75%. Non contractuels. Les porcs atteignent le poids requis plus jeunes en raison de la génétique, de l'alimentation et des porcheries. La biosécurité est mieux connue et le plus souvent respectée. Le taux de morbidité en est réduit ou mieux contrôlé. Voici des images de certains de nos éleveurs. On y voit l'utilisation des tiges de maïs ou de choux frisés comme aliment. Les porcheries sont faites en majorité de bois ou de tôle ondulée. La plupart ont des sols en béton, faciles à nettoyer et à désinfecter. Elles ressemblent à des poulaillers souvent construits de la même manière. Des murs à mi-hauteur, du grillage et de la tôle.
Voici la base des exploitations à petite et à moyenne échelle. Pour les systèmes à grande échelle ou intensifs, qui comptent plus de 508 ou 6 à 10 000 têtes, en fonction de la reproduction ou des performances, une génétique de classe mondiale, comme je l'évoquais précédemment en parlant des espèces, principalement en provenance d'Europe, une stratégie de reproduction est souvent établie. Il s'agit de grands investissements avec des unités modernes, une gestion et une main-d'œuvre qualifiée, un réseau de traités de niveaux élevés de biosécurité. Par conséquent, de meilleurs revenus. Les bénéfices sont meilleurs qu'à petites et moyennes échelles et que dans le système de divagation. L'intégration verticale est commune dans ces systèmes. L'insémination est préférée l'accouplement. Concernant l'alimentation de la nourriture de haute qualité, qui serait, divisée en différentes classes ou types de nourriture en fonction des catégories de porcs. On retrouve l'utilisation de 3 à 7 régimes différents pour les porcs. Des services vétérinaires de qualité et une biosécurité accrue réduisent les taux de mortalité. Poids de mise sur le marché à temps jeune, la majorité de porcs atteignent un poids d'abattage de 90 à 100 kg en moins de 6 mois. Des stratégies de gestion des déchets pour le fumier et les carcasses. La commercialisation est structurée avec un meilleur accès au marché. Voici 2 organisations que je connais qui opèrent à grande échelle. Avec intégration verticale au Kenya Farmers Choice Limited. En Uganda, une organisation fondée il y a 4 ou 5 ans, Breeds Feeds and Meats Limited, active sur toute la chaîne proposant ses porcs d'aliments, l'abattage et la transformation de porcs. Ils vendent des porcs aux petits exploitants ainsi que tous leurs services. Des services proposés à tous les éleveurs porcins. Voici des porcheries, des bâtiments simples, à l'ancien avec des sols en béton, recouverts de paille ou de copeaux de bois, puis des sols plus modernes en caillebotis, avec des mangeoires automatiques, comme vous pouvez le voir sur ma gauche, donc sur votre droite. Des mangeoires à volonté, de l'eau potable, des tétines, une variété de possibilités en fonction des investissements dans ce système de production. Encore quelques différences avec des mangeoires à l'arrière, des caillebotis sur des dalles de béton. C'est une unité de maturation avec des sols en béton, de la paille et une hugue verte. C'est ce qu'on retrouve en Afrique orientale, car les systèmes automatiques modernes représentent un certain investissement. La transition se fait lentement et l'on trouve un mélange des deux. Voici des exemples de pratiques de biosécurité chez Farmers Choice. Les pratiques dans nos fermes. Le site est entouré d'une clôture électrique. Le portail est toujours verrouillé, aucune visite n'est autorisée sans rendez-vous. Vous devez traverser des rotoluves et des pédiluves pour désinfecter les véhicules. Vous avez un pulvérisateur ici et un poste de lavage de mains. En raison de nos investissements, la biosécurité est une grande priorité. C'est une illustration des installations à l'entrée de nos sites. Je voulais mettre en avant ce que nous faisons à Farmers Choice en termes d'intégration verticale. Nous avons nos propres prevenderies et produisons environ 25 tonnes de provente par an. Nous avons nos propres élevages qui fournissent 25% de porcs abattus, parfois moins 20%. Les éleveurs contractuels couvrent la différence. Nous comptons actuellement environ 5 000 contractuels qui fournissent 75 à 80% des porcs que nous abattons.
Vient la transformation. Nous distribuons ensuite vers les marchés intérieurs et extérieurs qui représentent respectivement 80 et 20%. Nous avons un autre site où nous abattons des bœufs qui dispose de son propre atelier de transformation. Les produits des abattoirs bovins sont transformés et vendus sur les marchés intérieurs et extérieurs. Concernant les pratiques de production et de commercialisation, sans trop entrer dans les détails après Fassina et Marilou, dans le système de plein air ou extensif, des bouchers et négociants vont de maison en maison, de village en village. Certains achètent des porcs pour les engraisser un moment ou les envoient à l'abattoir. Pour le transport, des pick-up, des berlines, des taxis-motos, des vélos. En termes de biosécurité et de transmission de la PPA, on voit les risques qui découlent de déplacer de ferme en ferme et de village en village. Les porcs sont abattus dans des abattoirs locaux modestes, parfois même sur des dalles d'abattage. À ce niveau, certains éleveurs ont leur propre dalle ou aire d'abattage. La consommation est surtout locale, dans des restaurants ou des boucheries. Une étude intéressante de l'ILRI, l'Université de Nairobi, et la protection de la faune de l'Université de Liverpool. J'ai emprunté ce graphique. On peut voir qu'il s'intéresse à des petits abattoirs ou de taille moyenne. Il est intéressant de noter que parmi les porcs menés à l'abattoir, 86% venaient des négociants, 2,4% venaient des intermédiaires, seulement 10% venaient directement d'éleveurs et les boucheries représentent 1,2%. Une répartition très intéressante qui témoigne du nombre de négociants et d'intermédiaires impliqués dans la chaîne de valeur porcine. Voici des moyens de transport empruntés à cette même étude. On y voit un porc dans un sar sur une taxi-moto, dans une caisse à l'arrière d'une moto, ici un pick-up, une autre moto avec des planches de bois improvisées, l'animal posé et accroché. Ici, a même une moto sans se soucier du confort de l'animal. Cette étude portait sur le bien-être, mais on peut voir ici que ce dernier n'est pas la priorité. Imaginez les transmissions de maladies avec ce type de transport. Nous avons ensuite le système à petite et moyenne échelle, où les éleveurs vendent directement aux abattoirs, bouchers ou négociants. Ils sont parfois contractuels comme nos collaborateurs. Les élevages sont capables de fournir davantage de porcs que le système extensif qui demande de se déplacer pour obtenir un nombre de porcs adapté au marché. Ces porcs sont menés à des abattoirs de taille moyenne ou grande. Certains éleveurs sont encore équipés de dalles d'abattage. Ces abattoirs disposent de zones de stabilisation, d'eau courante, de réfrigérateurs et de chambres froides. Des inspections fréquentes de la viande, des zones d'étourdissement et de saignée, une gestion des déchets en personnel qualifié. Cela serait au plus haut niveau, ce qui assure une viande saine à la consommation. Le transport est mieux organisé avec des pick-up et des camions. La consommation se fait sur trois niveaux, les bouchers locaux, le restaurant et, dans le cas d'abattoirs plus grands, une transformation ultérieure. Cette image présente un enclos et un camion
Un petit camion qui mène des porcs à l'abattoir. La même scène vue d'un nœud des porcs dans le camion. Ici, un abattoir de taille moyenne. Fassina a évoqué les porcs abattus au sol, la présence de sang, sans se soucier de ce que cela signifie du point de vue de la maladie. Pour les systèmes à grande échelle ou intensifs, on produit de grands nombres de porcs à abattre. Les abattoirs sont de taille moyenne ou grande. Le paiement se fait après l'abattage à la tonne équivalent carcasse, ce que nous proposons chez Farmer's Choice. Les transports se soucient du bien-être, surtout lorsqu'il s'agit de camions. Il y a une valeur ajoutée avec les produits frais et transformés. Le marché est haut de gamme. Il s'agit d'hôtels, de restaurants, de supermarchés et évidemment du marché extérieur. Comme j'y ai accès, voici un aperçu de notre abattoir. Les animaux sont bien étourdis. Je n'ai pas d'image de saignée, mais on voit ici un flambage. Voici la zone de viscération. Après le flambage, le porc est épilé, éviscéré, puis fondu. La viande est ensuite inspectée. C'est le processus que nous suivons. Les carcasses rejoignent les chambres froides avant la prochaine étape de transformation, qu'il s'agisse de viande fraîche, de saucisses ou d'autres produits transformés. Niveau marketing, toujours pour Farmer's Choice, une animation dans un supermarché pour apprendre à cuisiner le porc. L'image du E également, voici un rayon dans un supermarché et les offres que nous proposons pour promouvoir nos produits. C'était ma dernière diapositive. Voici mes références. Merci beaucoup. J'attends vos questions.